Les questions que soulève la médecine améliorative sont nombreuses et fondamentales, nous l'avons vu, mais elles s'arriment souvent aux promesses technologiques. Or, il y a bien souvent une distance entre les espoirs ou les craintes, la réalité des innovations et leurs usages. C'est pourquoi l'objectif de cette communication propose une analyse des pratiques d'augmentation déjà existantes chez les transhumanistes et plus particulièrement chez les body et les biohackers. Dans le sillon de la sociologie critique, il s'agira d'une part de comprendre ce que représente la médecine améliorative pour eux, comment ils la mobilisent et au nom de quelles valeurs. D'autre part, il s'agira de comprendre ce que ces pratiques nous disent de la société dans laquelle elles se déploient. Donc, cette communication s'appuie sur un travail de 6 années sur les modes d'engagement dans le transhumanisme, principalement francophone, et s'appuie sur de l'observation participante dans différents cercles transhumanistes, ainsi que sur des entretiens biographiques. Je commencerai mon propos par expliquer pourquoi ce public et quelle est la particularité finalement des body et des biohackers. D'abord, parce que le transhumanisme, en tant que mouvement d'avant-garde, entretient un rapport privilégié avec la médecine dite améliorative. Elle représente l'une des voies par lesquelles le dépassement de la condition humaine peut s'opérer. Il est donc une des chambres d'écho des espoirs des sociétés techniciennes. Ensuite, parce que le transhumanisme militant, puisque c'est celui-là qui m'intéresse, ne peut être réduit à la production de discours optimistes sur le futur. Il cherche aussi à se réaliser au travers de moyens techniques, politiques et sociaux efficaces. Mes travaux montrent que les acteurs ne peuvent se contenter d'une posture passive et que leur engagement dans le mouvement est une façon pour eux de vivre dans l'épaisseur du présent cette transhumanité, espérée ou actualisée. Cela renvoie à différents ethos que je n'aurai pas le temps de traiter ici, mais sur lesquels s'appuie cette analyse. Et enfin, les body hackers, de manière plus précise, font partie d'une catégorie de transhumanistes qui ont déjà un certain usage de la médecine améliorative par leur pratique d'augmentation, ce qui n'est pas si répandu en réalité dans le mouvement. Il s'agit ici de ne pas tant mettre l'accent sur les transformations spectaculaires ou celles qui relèvent d'un activisme, mais d'analyser des pratiques d'amélioration ou d'augmentation pour un usage quotidien, néanmoins revendiqué comme transhumaniste par les acteurs. Comprendre leurs usages donne déjà à voir ce à quoi la médecine améliorative est utilisée dans ses modalités ordinaires. Qui sont les bio et les body hackers? Au sein de la nébuleuse transhumaniste, ils font partie de ce que j'appelle les écologies du faire. Donc, il y a plusieurs sous-catégories, mais en tout cas, on a des body hackers, on a d'un côté les artistes dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et ceux que j'appelle les productivistes. Ils sont les plus nombreux, en réalité, à utiliser ce que propose de manière immédiatement accessible et facilement accessible la médecine améliorative. Plusieurs caractéristiques à ce transhumanisme. D'une part, c'est une conception du transhumanisme qui renvoie, plus que les autres, à la notion de performance et à la possibilité de se modifier volontairement pour explorer et décupler ses capacités. Ces transhumanistes-là se distinguent par une forme d'engagement qui est centrée sur le soi et non le groupe, et donc il n'est pas tant question d'améliorer l'espèce que l'individu. C'est une différence qui est importante. Également, un élément extrêmement important, c'est l'impératif de transformation. Si les attentes d'immortalité, de transcendance ou de liberté morphologique existent, il est d'abord question de se modifier, de dépasser ses limites ici et maintenant. Donc on a un primat de l'expérimentation et de l'action. Et enfin, cette transformation, elle est orientée en finalité. C'est-à-dire que ce qui est visé, c'est principalement la productivité intellectuelle. Et ce sera le centre de mon propos. Ce qui nous amène à mon second point, c'est comment les body hackers s'approprient-ils la médecine améliorative. Chez eux, cela se traduit par une attitude expérimentale qui recherche la modification du fonctionnement du corps et surtout du cerveau, dans le but d'améliorer les performances intellectuelles. Ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est l'importance de la dimension d'apprentissage. Tout ce qui peut permettre de comprendre le fonctionnement du corps est potentiellement vecteur d'amélioration. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation de la littérature scientifique, alors de vulgarisation ou non, beaucoup d'auto-expérimentation, mais également un échange d'informations au sein de cette communauté, d'informations sur la nature des techniques qui existent et puis sur les effets que ça peut faire sur les uns et sur les autres. On peut distinguer 3 grands registres de techniques de soi qui mobilisent en partie, et j'insiste sur le en partie, mais c'est pour replacer dans un contexte, la médecine améliorative. Par technique de soi, j'entends ce que Foucault appelle, c'est-à-dire les techniques permettant aux individus d'effectuer seuls ou avec l'aide d'autres un certain nombre d'opérations sur leur corps et leur âme, leur pensée, leur conduite.
leur mode d'être, de se transformer afin d'atteindre un certain état de bonheur, de pureté, de sagesse, de perfection ou d'immortalité. Donc, premier grand registre de technique de soi, c'est la mise en place de routines visant à maîtriser le temps. Là, on n'est pas dans un cadre de médecine améliorative, mais ça constitue le niveau 1, entre guillemets, de la mise en place d'un dispositif d'optimisation dans lequel toutes les autres techniques vont venir s'inscrire. Donc j'ai l'exemple d'un body hacker qui me parle finalement de comment il organise son quotidien, et il m'explique qu'il va avoir un emploi du temps extrêmement cadré, qui va être le même tous les jours. Donc il m'explique, voilà, il va se lever à 6 heures du matin, ensuite il va faire 1h30 de sport au réveil, puis de la méditation, puis de la lecture, alors souvent de la lecture qui est soit scientifique, soit inspirationnelle. Il va ensuite remplir son journal de gratitude, partir au travail, et voilà, on a un cadrage extrêmement chronométré. Et ce chronométrage des activités renvoie à une recherche d'optimisation des tâches quotidiennes qui passe par la maîtrise du temps. Il s'agit de routines appliquées à toutes les activités, un temps de sommeil, de sport, de loisirs, de méditation. Et au fond, moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que ces body hackers s'astreignent à une véritable ascèse en termes de gestion de leur temps de vie, en termes de régime alimentaire spécifique aussi, en termes d'être à l'écoute des signaux que le corps envoie pour après réajuster ses routines. Et c'est également la volonté de maîtriser son esprit. Et c'est là où c'est intéressant, en lui imposant un cadre strict. L'objectif de ces personnes-là, c'est d'être présent dans chaque chose qu'elles font. Il y a un enquêté qui raconte qu'il ne veut pas, je le cite, être en roue libre. C'est-à-dire qu'en fait, le cadrage du temps présuppose que justement cette absence de cadrage, le vagabondage de l'esprit ne sont pas efficaces et qu'il s'agit d'une perte de contrôle de soi. Donc l'encadrement du corps et du temps permettrait, en tout cas c'est pensé comme tel par ces body hackers, d'optimiser le rendement intellectuel. Et cette recherche d'efficacité, on la retrouve aussi dans les types de routines qui sont sans cesse ajustées, réévaluées, afin de trouver la meilleure combinaison. Ce qui nous amène au second registre de technique de soi, qui est la quantification de soi. Donc le fait de relever, de noter, de contrôler ce que l'on fait par une mise en chiffres de ses activités quotidiennes. Encore une fois, ça renvoie au temps de travail, de loisirs, de sommeil, mais aussi c'est le fait de noter ses performances sportives, ses états, le poids, l'humeur, le cholestérol, ou ses consommations en termes de calories, en termes de drogue, en termes d'alcool. Tout ce qui peut finalement, tout ce qui intervient dans le quotidien. Et ça passe par des trackers qui peuvent être des applications dont la plus classique qu'on a à peu près tous dans nos smartphones qui est le podomètre, mais on a aussi ce qu'on appelle des bullet journals ou de manière un peu plus artisanale des fichiers Excel. Bon. Ces trackers sont autant de dispositifs permettant d'avoir des traces numériques qui permettent d'opérer un réajustement sur les pratiques. Et cette pratique peut s'inscrire dans une forme d'écriture de soi, et c'est le cas d'une pratique que j'ai pu constater, qui sont les journaux de biohacking, où est consigné, alors par semaine ou par jour, ça dépend des personnes, ce qui a été fait, mangé, pris, et les effets que ça a eu sur l'individu. Et à ce sujet, un enquêteur raconte que son objectif est, je le cite, d'optimiser au maximum son état de santé, sa productivité, son état ou sa stabilité émotionnelle, en suivant une diète précise et en utilisant des compléments alimentaires et des médicaments. Donc, il a produit un journal extrêmement dense où chaque technique, chaque élément est noté et justifié. Et un extrait de son journal, on l'explique, voilà, qui prend du modafinil. Donc, c'est un médicament qui initialement est utilisé contre la narcolepsie et l'hypersomnie, mais qui, chez le patient sain, ou en tout cas chez les body hackers ou bien d'autres personnes, est détourné pour l'éveil et la concentration. Et il explique, il le note, dès le réveil, j'ingère 2 fois 100 mg de modafinil avec 30 minutes, 1 heure d'intervalle pour une meilleure absorption par l'estomac, 4 à 5 fois par semaine, avec une pause le week-end et quand ces journées sont peu chargées. Et il explique que les effets commencent à se faire sentir au bout d'1 heure et restent actifs au moins pendant 12 heures. Donc, on est dans une perspective de rester productif pendant 12 heures, soit la moitié d'une journée. Bon. Et donc, il va aussi lister les avantages et les inconvénients, mais dans les avantages qu'il recherche, puisque c'est ça qui l'intéresse, on est nécessairement sur ce registre de productivité intellectuelle. Meilleure concentration, plus de motivation,
production, meilleur rapport à soi aussi et efficacité. Donc, il explique qu'il ne ressent pas la fatigue, il est dans un état de flow que tous les chercheurs ici peuvent connaître, et voilà, un entrain pour se mettre au travail, donc aucun effort en réalité pour s'y mettre. Bon. Cette technique de quantification de soi, je reviens à cela, permet d'objectiver ce qu'il fait et intervient comme un guide pour l'action. On parle de réflexivité chiffrée. Or, ce pointage volontaire autorise un glissement dans les perceptions de soi. La valeur de l'individu est pensée au prisme d'indicateurs quantitatifs et non qualitatifs. On a finalement un risque de réification de l'individu par le chiffre. À cela s'ajoute que ça place l'individu dans une hypervigilance et que cela induit une responsabilité individuelle accrue, qui laisserait supposer que ses capacités ne dépendent que de sa propre volonté à mettre en place les bonnes pratiques, et je mets des guillemets à bonnes pratiques, ce qui est en réalité, on le sait bien, plus complexe. Une autre technique de soi, alors on peut discuter de là où je la mets pour cette communication, mais c'est le décodage du génome, qui est illégal en France pour des motifs qui ne seraient ni médicaux ni juridiques. On a donc ce décodage du génome, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les motifs finalement invoqués. Alors, c'est utilisé, alors il y a toujours l'argument de la curiosité, mais plus loin que cela, on a l'idée de prévoir pour se comprendre. C'est-à-dire qu'il y a la crainte, bien entendu, dans cette perspective d'être toujours dans une logique de performance, mais aussi de bonne vie au long terme, la crainte de disposer, de développer plutôt certaines maladies, d'avoir des dispositions à développer, notamment Alzheimer, quelque chose qui est revenu assez souvent en réalité dans les entretiens, et donc de développer, si possible, des pratiques de prévention. Voilà pour les deux premiers grands registres de techniques de soi. Le troisième grand registre sont les états modifiés de conscience. Et le premier item que je développerai là-dedans, c'est l'utilisation détournée de la pharmacologie, qui est bien connue, qui est l'usage de nootropes, c'est-à-dire ce qu'on va appeler aussi plus communément le dopage intellectuel, qui va des compléments alimentaires aux psychostimulants. Ce qui m'intéresse ici, ce sont plutôt les psychostimulants qui, utilisés sur des sujets sains, induisent une certaine productivité intellectuelle, en tout cas aident à rester éveillé, concentré, motivé sur un long laps de temps. Les molécules les plus utilisées sont la célèbre Ritaline, qui est censée lutter contre les troubles de l'attention, les racétam, qui sont initialement pensés pour lutter contre les troubles de l'équilibre, du comportement et de la mémoire lorsqu'on vieillit. Et enfin, le modafinil dont j'ai parlé. Le piracétam, notamment, est considéré par plusieurs transhumanistes comme un nootrope qui permet de rendre super productif. Et j'ai un enquêté qui me dit, mais ça m'a mis la première fois que j'ai essayé, ça m'a mis dans un état de flow magnifique. Je deviens une machine pendant des heures et je peux faire n'importe quoi sans souci. Le deuxième état modifié de conscience est l'usage de drogue, qui a été évoqué un peu plus tôt dans l'après-midi. Et le choix des drogues, là, est précis. On est sur du MDMA, on est sur du LSD, et c'est justifié par le fait que ce sont des drogues qui permettent d'explorer sa conscience, donc en se plongeant dans un état de conscience modifié. Et si le point de départ, la première prise, est récréative et est faite dans une démarche récréative, les utilisations qui vont suivre sont faites dans une optique d'une finalité qui est utilitariste. C'est-à-dire, ce qui est recherché, c'est la lucidité, l'accès à soi-même et finalement la possibilité d'introspection qui va permettre de se comprendre pour se corriger. On a vraiment cette logique d'efficacité en fond. En tout cas, ce sont les motifs qui sont mobilisés par les acteurs. Enfin, on a un autre élément qui est classique également, qui est la méditation. Alors, non pas dans une optique spirituelle, vous vous en doutez, ni dans une optique de gestion de ses émotions, quoique, c'est aussi ça, mais vraiment pour devenir plus efficace. C'est-à-dire que j'ai plusieurs enquêtés qui me disent, je me suis mis à la méditation parce que ça m'apprend l'hyperconcentration. Donc, ils vont mobiliser des études scientifiques en disant, voilà, on a des études qui montrent que la méditation augmente la productivité, que ça aiguise le système attentionnel. Donc, moi, je l'utilise pour être plus performant dans mon boulot parce que ça m'apprend à me concentrer longtemps, à me mettre dans ma bulle. Parce qu'il y en a aussi qui refusent, en tout cas qui ne prennent pas du modafinil tous les jours puisque c'est aussi compliqué sur le long terme. Bon. Et donc, cette technique, elle est utilisée pour aider
à dominer l'esprit et à sortir de son corps. Donc on voit que le recours à des techniques qui sont des techniques de développement personnel participe à introduire une éthique du labeur dans le temps de loisir. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a d'autres techniques, hein, dont l'électrostimulation intracrânienne, qui est très, très peu utilisée, mais toujours à l'état de test chez les uns et chez les autres. C'est censé améliorer la concentration. Hein. On branche des électrodes sur certaines zones du crâne et on envoie un faible courant électrique ciblé. Bon, ça serait pour la concentration. Bon, pour conclure, que nous disent ces pratiques d'augmentation sur la société dans laquelle elles se déploient? Si la médecine améliorative peut viser l'amélioration de la nature humaine, il apparaît que dans ses modalités ordinaires, elle se concentre plus modestement sur une amélioration des capacités humaines et sur l'amélioration de soi. Les techniques mobilisées, revendiquées comme transhumanistes, sont en réalité des pratiques déjà largement diffusées dans la société et pratiquées par bon nombre de personnes. Seulement, chez les transhumanistes, ces techniques s'inscrivent dans une perspective revendiquée d'auto-transformation, qui est à la base même en fait, des principes transhumanistes, et donc de prise en charge de son évolution. Chez les body hackers, l'usage de la médecine améliorative et des techniques de soi répond à une volonté d'amélioration qui est là pensée au prisme de l'efficacité productive et de la performance intellectuelle orientée pour le travail. Nous l'avons vu, cela repose sur une assesse productiviste, maîtrise du temps, maîtrise de soi, qui renvoie à des pratiques qui sont en réalité des techniques disciplinaires visant plus à domestiquer les esprits que dresser les corps pour espérer les amener à un niveau d'excellence et de performance. À quelle conception du corps cela renvoie-t-il? On est dans une conception du corps qui est libertarienne, sinon néolibérale, puisque ce que produisent le corps et le cerveau devient du capital mobilisable et exploitable. Donc l'esprit, dans le capitalisme informationnel, devient un outil productif. C'est ce que j'appelle du néolibéralisme en acte. Et j'entends ce terme au sens où Dardot et Laval le définissent, c'est-à-dire comme la forme de l'existence contemporaine qui détermine un nouveau mode de gouvernement basé sur le principe universel de la concurrence. Donc ce courant, je parle du néolibéralisme, apparu dans les années 20, repose sur une idée très forte que l'humain n'est pas adapté à l'environnement qu'il a créé, mondialisation, industrialisation, et qu'il faut reprendre l'espèce humaine en main pour la réadapter, la transformer. Donc, pour moi, et pour tout un courant de la sociologie aussi, c'est du pessimisme anthropologique, fondé sur l'absence de confiance dans les dispositions naturelles de l'espèce, ce qui va être ensuite légitimer l'injonction à l'adaptation et à la concurrence qui pénètre tous les aspects de la vie. Ça implique un mode spécifique de gouvernementalité qui va s'actualiser de manière peut-être plus visible dans le transhumanisme. C'est un mode de gestion qui tend à structurer et organiser à la fois l'action des gouvernants, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la conduite des gouvernés eux-mêmes, cette autogouvernance. Et sa puissance, c'est d'arriver à faire croire aux individus qu'ils désirent se conformer d'eux-mêmes à cette rationalité néolibérale qui est une rationalité entrepreneuriale. Et il n'est pas question de servitude volontaire, et j'insiste là-dessus, c'est pas ça que je veux dire, mais plutôt que ce mode de gouvernance va orienter les conduites avec la collaboration pratique du sujet. Et donc, c'est l'expression d'un pouvoir qui agit plus par ses formes incitatives que par ses formes coercitives. À l'échelle individuelle, ça intime chacun à s'épanouir en prenant en charge sa transformation en dépassant ses limites. Donc, on a une concurrence avec les autres, certes, mais aussi avec soi-même. D'ailleurs, les body hackers disent bien qu'ils veulent, je les cite, devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une rationalisation des aspirations et des désirs, et on a une maximisation de son propre capital humain. Donc, pour conclure, l'entremêlement des savoirs, notamment médicaux, et du pouvoir politique a contribué à produire de nouvelles représentations des corps et de nouvelles techniques pour les normer, impliquant une modification de la fabrication du sujet moderne. Donc, si le corps a longtemps été un corps fatoum, soumis à l'étroitesse de la condition souffrante mortelle, la seconde moitié du XXe siècle va venir complètement bouleverser le rapport que l'individu entretient au monde et à lui-même, en posant le corps comme une mécanique sur laquelle il semble possible d'avoir prise. Le corps, il est surinvesti sur le plan identitaire et il devient le fondement premier de l'existence. Et dans ce cadre, si nous pouvons considérer le body hacking comme une forme contemporaine d'autopoiesis,
Il ne faut pas perdre de vue que la médecine dite améliorative répond aux besoins de la société de l'urgence et de la compétitivité. Elle est l'un des moyens par lesquels le gouvernement biopolitique s'opère en rationalisant les corps, nous invitant à repenser la notion de santé, ce qui a déjà été dit par ailleurs. Et cette dernière n'est plus considérée comme un état par défaut. La frontière est déplacée finalement. Elle devient une possession prisée, un capital à exploiter. On le voit depuis longtemps avec la biomédecine, ce déplacement des frontières entre le normal et le pathologique, entre la réparation et la performance, c'est ce que disait Daniela Serki tout à l'heure. Et donc la question de l'amélioration et de la médecine améliorative déplace la question de la norme et participe à la création de complexes d'infériorité, si on pense au niveau social, qu'elle est censée guérir. Elle participe à diffuser une conception d'un humain pensé au prisme d'abord de sa fragilité, puis et aussi au prisme de sa potentialité productive. Je vous remercie pour votre attention.